Hello chère lumière, je suis super heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo fantastique. Je suis Véronique alias Verity, illustratrice bien-être et spiritualité et aujourd'hui je vous emmène dans un merveilleux voyage illustré dont le thème est au-delà du mur de l'Antarctique. Je vous partage que c'était une première pour moi, la façon dont j'ai procédé pour enquêter sur ce thème. J'ai procédé en deux temps. Tout d'abord, j'ai écrit une petite méditation guidée afin d'essayer de projeter ma conscience là-bas et de voir avec mon troisième œil les images et toutes les infos que je pourrais recevoir et dessiner ensuite. Puis dans un second temps, j'ai écrit toutes les questions qui me venaient sur ce thème. Bon, j'ai été assez généreuse dans mes questions, j'en ai écrit quand même 28. Oh oui. Alors la super nouvelle, chère lumière, c'est que j'ai eu un retour pour toutes mes questions posées. Je savais pas du tout ce que ça allait donner, au mieux je me disais j'aurais des retours sur quelques questions, et en fait non, ça a été répondu avec un grand sérieux et à toutes donc, c'est génial, waouh! Je voulais préciser que je vous partage dans cette vidéo, à mon humble niveau, un éclairage possible sur ce mur de glace et ce qu'il y a derrière. Je n'ai aucune certitude, mais j'espère en tout cas m'être approché le plus possible de la réalité, de ce qui est vrai, car il est temps de lever ce fameux voile et de rassembler les pièces du puzzle de notre lumineuse humanité. Merci à tous pour votre écoute et votre présence divine. Allez, chère lumière, commençons maintenant notre fabuleux voyage ensemble. Ah, l'Antarctique. Qu'est-ce que cela vous évoque? Une destination de vacances, bien sûr, avec des températures très basses, en moyenne, moins 57 degrés. Alors ça évoque aussi la glace, les icebergs. Bon, c'est super pour les manchots, mais pour nous, on frissonne déjà un petit peu. Voyons rapidement les bases officielles sur ce mystérieux continent. Le nom Antarctique vient du grec Antarktikos qui signifie opposé à l'Arctique. Le continent n'est aperçu pour la première fois, de façon attestée, qu'en 1819, par le navigateur britannique William Smith, qui a découvert les îles Shetland du Sud, un archipel près de l'Antarctique. Voici donc l'image de l'Antarctique telle qu'elle nous est montrée actuellement sur nos cartes. Un continent qui serait plus petit que l'Asie, l'Afrique ou encore l'Amérique. De ce qu'on nous dit, 98% de sa surface sont recouverts d'une couche de glace d'une épaisseur moyenne de 1,6 km. L'Antarctique est le continent dont le climat est donc le plus froid, le plus sec et le plus venteux. Alors, à part les bases scientifiques, il n'y a pas d'habitat humain permanent et l'Antarctique n'a pas de population autochtone connue. Seuls des plantes et des animaux adaptés au froid vivent là-bas, comme les manchots, des phoques, des poissons, des crustacés, des mousses, des lichens et de nombreux types d'algues. Voici un bref aperçu de notre continent. Maintenant, je voudrais faire un parallèle intéressant entre notre carte de l'Antarctique actuelle avec les représentations anciennes de cartes datant du XVIe siècle. Voyons d'abord avec la map monde en forme de cœur d'Orens Finet, mathématicien cartographe français, dessiné en 1534-1536. Puis celle d'Ortelius, cartographe et géographe belge, avec sa carte datant de 1570. Et enfin, celle du cartographe flamand Murold Mercator, qui a représenté cette planisphère à partir des cartes de son père Gérard Mercator en 1587. Alors, on voit bien que leur représentation du pôle sud avec ce qui serait l'Antarctique diffère tout de même en taille avec notre carte actuelle.
Ah, c'est sûr, on pourrait se dire « Ah oui, c'est normal, à cette époque, ils n'avaient pas encore découvert l'Antarctique. » Donc, ils ont fait une projection imaginaire de ce à quoi cela pourrait ressembler. D'ailleurs, ils appelaient l'Antarctique Terra Australis ou Terra Australis Incognita, en latin la terre australe inconnue. Et ils imaginaient donc une sorte de continent mystérieux dont ils ne connaissaient apparemment pas encore les limites. Certains explorateurs, comme Magellan par exemple, avaient fait le tour du monde entre 1519 et 1522 en passant par les pointes sud de l'Afrique comme le cap de Bonne-Espérance et de l'Amérique du Sud avec le cap Horn. Mais ils ne s'étaient pas encore aventurés plus loin au sud, notamment à cause des conditions de froid extrêmes et des passages très difficiles en bateau à réaliser à ces endroits. Alors je n'ai pas mis celle du navigateur ottoman Piri Reis, mais les siennes apportent aussi beaucoup de questionnements quant à la date à laquelle elles ont été dessinées, et sur certains dessins, on se demande si ce n'est pas l'Antarctique qui l'a déjà positionné. Bon, je vous laisse à vos réflexions méditatives sur ces cartes. En tout cas, je trouvais que c'était intéressant de faire ce petit parallèle de notre Terra Australis ancienne et actuelle. Je finis notre petit tour en revenant plus dans le futur, au XXe siècle, pour arriver au traité de l'Antarctique en 1959 qui donne au continent son statut unique destiné à la science, aux actions pacifiques, à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la biodiversité. Donc ce fameux traité a été signé par 12 pays dont voici la liste qui s'affiche. Et ce traité comptait en 2019 54 États signataires. Les activités militaires y sont donc interdites, n'est-ce pas? Ainsi que l'exploitation des ressources minérales, sauf celles qui sont menées à des fins scientifiques. Voici donc pour ce bref contexte historique, afin que vous puissiez avoir une petite vue d'ensemble. Je vais maintenant passer aux questions-réponses avec en accompagnement des illustrations créées que je vous partagerai de ce que j'ai pu être autorisée à voir intérieurement. Alors pour la petite info, sur le contexte dans lequel j'ai posé mes questions, en fait je me suis placée dans ma bulle de lumière divine sécurisée, ça c'est très important. Et par l'intention posée à partir de mon cœur sacré, j'ai demandé à pouvoir me connecter avec des êtres de lumière qui seraient au-delà du mur de l'Antarctique et aussi s'ils seraient d'accord pour répondre à mes petites questions. Et là, après quelques instants, mon stylo était prêt à partir et curieusement, j'ai enchaîné jusqu'à arriver à la fin de la dernière question et j'étais très étonnée en me disant « Ah, c'est déjà fini !» En tout cas, c'est un exercice tout nouveau pour moi et je suis vraiment partie dans une aventure inconnue. Voilà pour la petite anecdote. Alors, comme d'habitude, avec votre lumineux discernement, vous prendrez ce qui vibre et résonne en vous. Je vous partage les phrases brutes que j'ai pu recevoir en écriture guidée. Oui, je sais que vous êtes tous impatients et impatientes et je comprends très bien. Allez, c'est parti, chère lumière. Alors, la première question. Est-ce que le mur de glace existe? Oui ou non? Alors, c'est une question basique, mais qui est au centre du thème. Ce fameux mur existe-t-il? Donc, j'ai écrit en réponse « Oui, depuis très longtemps ». Alors, en méditation guidée, au début, je ne voyais pas du tout ce mur, il n'y avait que de la neige. Et puis un moment, si vous prenez un écran horizontal, sur la partie gauche, en vue de dessus, je m'étais mise dans ma méditation guidée en mode oiseau. Dans le ciel, je voyais une partie comme une crête de montagne et c'était tout blanc. Et c'était en biais comme raboté, c'est comme si on avait bien découpé, c'était bien lisse en fait. Voyez sur le dessin, c'est tout de même assez haut.
Je m'imaginais le mur comme dans la série Game of Thrones, pour celles et ceux qui l'ont vu, bien droit, comme une falaise, alors que dans ma vision, c'était pas ça, c'était plutôt en biais, bien découpé. Ok, passons à la deuxième question. À propos donc du mur de glace, si oui, ce mur de glace existe, depuis combien de temps? La réponse, il y a des milliers d'années, avant la chute de l'Atlantide. Bon, ça pose déjà un contexte. Voyons la suite. Question numéro 3. Qui a construit ce mur et pourquoi? Alors voici la réponse. Des êtres galactiques de basse fréquence, pour protéger leur jardin et créer une division avec votre humanité et les autres êtres de lumière derrière le mur de glace. Pour continuer leur terrain de jeu, mais cela a été autorisé d'une certaine manière par la source, car le voile est arrivé et a créé une régression de conscience et en même temps un nouvel apprentissage. Alors, je ne sais pas qui sont ces êtres de basse fréquence, même si on peut penser à certains noms. En tout cas, je mets tout cela au conditionnel sur le fait que d'une certaine façon, la source aurait accepté que ces êtres nous croîtrent dans leur terrain de jeu. Après, on peut prendre en compte qu'avec la chute de l'Atlantide, qui est arrivée ensuite, tout a été chamboulé et traumatisant pour les peuples de la Terre, donc peut-être que pour notre évolution, était-ce plus facile de mettre un mur pour qu'on évolue à notre rythme. Je dis bien peut-être. Je ne sais pas, ça pose beaucoup de questions. Continuons maintenant avec la prochaine question. Question numéro 4. Notre monde serait alors plat avec le mur circulaire qui nous entoure? Oui ou non? Oui, d'une certaine façon, c'est comme si vous étiez en haut de la Terre. Ok, cela fera écho avec le dessin que je vous présenterai à la 6e question. Question numéro 5. Donc, si oui, que notre monde serait plat avec le mur circulaire qui nous entoure, est-ce qu'il y a un double mur de glace autour de nous avec parfois des ouvertures? Alors j'ai posé cette question car j'ai vu une carte qui représenterait les continents cachés et où il y aurait un double mur de glace dessiné. Voilà, c'est cette carte. Alors, la réponse. Non, un seul mur et oui, il y a des passages. Ce n'est pas un mur complètement fermé. Bon, donc on n'aurait qu'un seul mur. C'est déjà pas mal pour notre enfermement de milliers et milliers d'années, vous ne trouvez pas? Question numéro 6. Pourriez-vous confirmer si ce dessin est juste? Oui, il y a bien un dôme et d'autres continents cachés. Votre Terre est immense, différente de vos images actuelles. Donc notre Terre serait limite comparable à la taille de Jupiter comme on nous la présente actuellement. Ah, le fameux dôme. On en reparlera un peu plus loin dans les questions. Question numéro 7. On parle de continents cachés au-delà du mur dans notre dimension. Est-ce vrai? Et si oui, quels sont-ils? Quelles sont ces civilisations très anciennes? Lémurie, Atlantide, Asgard, Jardin d'Éden? Pour info, les noms que j'ai cités, je les avais vus sur une des cartes qui représenterait les continents cachés. Donc ça m'avait interpellée et j'ai choisi de poser la question dessus. Alors voici la réponse. Aucun de ces noms, si ce n'est le Jardin d'Éden, terre d'origine. Ce que j'ai ressenti en écrivant cette phrase, c'est que ces continents cachés seraient donc nos terres d'origine. Disons que ça reste très flou, je n'ai pas plus d'infos à vous partager à ce sujet. Question numéro 8. Est-ce qu'il y a des endroits en Antarctique visibles dans notre dimension, donc de notre côté, qui ne sont pas glacés? Oui ou non? Oui, plusieurs endroits. Alors justement à ce sujet, en vision intérieure, quand je me suis projetée en Antarctique, je volais et je voyais des montagnes enneigées sur le dessus. Par contre, je n'ai pas vu d'iceberg, ni la mer. Bon. Et je n'ai pas vu non plus de paysages différents, ni de construction. Bon. Cependant,
Voyons la prochaine question avant d'avoir une réponse définitive. Question numéro 9. Si oui, il y a des endroits en Antarctique visibles dans notre dimension qui ne sont pas glacés, est-ce qu'on y trouve de la verdure, des fleurs, un climat tempéré? Est-ce que cela se trouve dans notre dimension ou une autre? Oui, un climat tempéré, même si c'est difficile à croire. Tout cela a été caché, pour l'instant, par vos autorités. Cette partie est visible dans votre dimension. Vous avez à la fois des montagnes enneigées, des icebergs et des paysages plus tempérés. Donc, si on a un climat tempéré, il devrait y avoir des fleurs, des arbres par exemple, des animaux également. Donc, rajoutons cela à nos notes. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse sur l'amiral Byrd, qui était aussi un explorateur et aviateur américain. Il a fait plusieurs vols en Antarctique à partir de 1928. Ce qui est intéressant, c'est son fameux journal de bord qu'il a écrit lors de ses expéditions là-bas et aussi sur l'Arctique, avec notamment ses vols en avion, qui ouvrent la porte des mystères. Je vais juste vous parler d'une de ses explorations en Arctique datant du 19 février 1947, pour faire un parallèle avec l'Antarctique. Donc, il écrit qu'il a décollé avec son coéquipier, je suppose car il dit nous, de sa base en Arctique pour aller plus au nord. Puis, après avoir traversé une vaste étendue de glace et de neige, il ne voyait plus de glace et à la place est apparue d'abord une petite chaîne de montagnes et ensuite une vallée avec un petit fleuve. Il voyait donc de grands massifs forestiers le long de pentes montagneuses. Il s'est donc rapproché pour distinguer plus en détail et a vu une herbe verte très dense, des collines vertes et aussi une sorte de mammouth, oui oui. De plus, son thermomètre extérieur indiquait une température de 23,3 degrés. Ah, il fait aussi bon vivre en Arctique maintenant. On est loin des moins 40 degrés en moyenne là-bas. Voilà pour ce récit très intéressant qui nous donne des indications possibles sur la nature mystérieuse en Arctique. Et de ce fait, pourquoi ne pourrions-nous pas avoir la même chose en Antarctique? Tout est possible, n'est-ce pas? Question numéro 10. Est-ce qu'il y a des restes de ruines très anciennes visibles, des arches en pierre par exemple, des temples? Oui, des civilisations de milliers d'années, géants. Certaines de leurs constructions sont encore visibles de votre côté. Oui, pour les arches de pierre, fonctionnent comme des portails d'énergie, mais sont désactivés pour la plupart pour l'instant. Alors, je n'ai pas eu la chance de voir des constructions lors de ma méditation. J'aurais bien voulu pourtant. Ce que je ressens, c'est qu'il y aurait des inspirations de formes comme dans les structures Inca, Maya ou Aztèques et mélangées avec d'autres styles, un peu gréco-romains par exemple, et ça la donne des réalisations à la Stargate sur des hôtels de pierre par exemple. C'est un peu difficile à définir. Ah, la prochaine question. La réponse m'a laissé perplexe. Je vous laisse découvrir tout cela. Question numéro 11. Confirmez-vous que le mur est en train de fondre? Oui ou non? Alors, chère lumière, à votre avis, oui ou non? Et la réponse est non. Il n'a pas besoin car marche avec des portails. Il va disparaître bientôt, mais pas fondre comme vous l'entendez. Donc voilà cette fameuse réponse que j'ai reçue. On nous dit pourtant que le mur est en train de fondre. Pour ma part, c'est difficile de se situer, je ne sais pas, ça embrouille un peu la tête. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il va bientôt disparaître. Allez, ma petite phrase du jour, à vos réflexions méditatives sur ce sujet. Question numéro 12. Comment accède-t-on à ce qu'il y a derrière le mur? Est-ce qu'il faut obligatoirement
passer par un ou des portails énergétiques où il existe des passages physiques. Oui, les passages comme les portes énergétiques sont actuellement les seuls passages. Il n'y a pas de passage physique. Alors ils expliquaient plus haut que le mur n'était pas complètement fermé et qu'il y avait des passages, mais apparemment ce serait plutôt des portails. Voici ce que j'ai vu sur un des portails énergétiques en méditation guidée. Si vous avez vu le premier film de Superman, sorti je crois en 1978, quand il est au pôle Nord dans sa maison de glace qu'il appelle la forteresse de solitude, c'est construit avec des cristaux qui s'enchevêtrent les uns dans les autres. Et bien lors de ma méditation, je voyais donc une sorte de mini couloir en extérieur composé de cristaux enchevêtrés qui formaient un triangle. Et j'avançais dedans, je voyais des parties aérées ouvertes sur le ciel et soudain je me suis retrouvée devant un grand cristal bleu scintillant entouré par une sphère semi-transparente qui tournait autour. Voilà pour cette petite précision. Passons à la question suivante. Question numéro 13. Si ce sont des portails énergétiques, peut-on, avec notre corps actuel, dans notre dimension 4D terrestre, traverser ce portail ou faut-il avoir des fréquences plus élevées et un corps plus lumineux pour passer? Alors oui, j'ai écrit 4D terrestre car notre Terre-Mère serait passée en 4e dimension en 2012. Voici la réponse. Non, actuellement, vous ne pouvez pas y aller avec votre corps comme tu l'as pensé. Vous avez besoin d'avoir un corps plus lumineux pour passer. Cependant, les portails sont en train d'être adaptés pour que vous puissiez passer dans un avenir proche sans pour autant être ascensionné. Il faudra avoir un mental lumineux. Ce sera un ajustement du corps par des vortex. Ah ah, très intéressant cette réponse. Cela nous éclaire, je trouve. Et vous, qu'en pensez-vous, chère lumière? Je rajouterai une petite info qui fait écho avec la question numéro 10 sur le passage obligatoire par les portails. Dans mes méditations guidées, j'ai demandé l'autorisation pour aller derrière le mur, donc j'ai patienté en essayant de visualiser tout ce que je pouvais enregistrer dans ma conscience de notre côté du mur. Bon, je n'ai rien vu de particulier, j'ai été un peu déçue. Et puis, j'ai vu de nouveau l'image du cristal bleu qui s'est illuminé pour signifier que c'était OK. J'avais le feu vert pour passer de l'autre côté et j'ai vu comme une fente qui s'est formée dans cette montagne, ce mur de glace. Et ça faisait une ouverture, c'est comme si des portes, ça s'ouvrait comme ça en fait, voilà. C'était immense, d'ailleurs je voyais même pas le bout. Et ensuite on a changé d'image. Question numéro 14. Est-ce qu'il y a des êtres, des civilisations très anciennes qui vivent derrière ce mur de glace? Oui ou non? On a déjà une petite idée, n'est-ce pas? Allez, écoutons la réponse. Oui, comme tu t'en doutes, effectivement, des millions d'années pour certaines. Ah ah, je le savais. Question numéro 15. Pourrait-on connaître l'origine de ces êtres? Sont-ils hyperboréens, tartariens, atlantes, lémuriens, amérindiens, etc., etc. Alors ici, j'ai entouré hyperboréens et amérindiens. À la case d'autres civilisations très anciennes, j'ai écrit Ouïghours, Indiens ascensionnés, différentes races de géants, Celtes ancêtres, puis peuple des étoiles. Dans la case galactique de quelles origines, j'ai entouré Arcturiens, Pléiadiens, Syriens, mais aussi êtres à tête de chien. Je vous expliquerai pourquoi. Et Centauriens, et j'ai écrit quelques-uns. Pour la case géant, alors, j'ai eu cette réponse, oui, géants celtes, géants peau brune, bâtisseurs de vos anciennes constructions dans le monde. Et à la case peuple très petit, j'ai eu cette réponse, oui, peuple de l'eau
1,20 m avec des branchies. Fée, lutin, nature très luxuriante. Eh bien, chère lumière, que de beau monde derrière ce mur de glace, me direz-vous? C'est fantastique. Alors, je vais vous présenter plusieurs illustrations de ces fameux êtres que j'ai vus derrière ce mur lors de ma méditation guidée. Voici le premier être qui s'est présenté en vision intérieure. Concernant les Amérindiens, j'ai entrevu, je dis vraiment de loin, une silhouette très vague qui portait un drapé et il avait une plume de déco dans les cheveux. Dans ma méditation guidée, j'ai vu aussi un groupe d'êtres humains dans la lumière, je dirais ascensionnés, en prière, comme des sortes de moines tibétains dans leur habit drapé, et ils étaient de différentes origines, au niveau de la couleur de peau, des peaux claires, des peaux plus foncées, des peaux encore plus brunes. Et d'ailleurs, 2 autres êtres me sont apparus, mais je vous en parlerai plus loin, on garde un petit peu de mystère. Et pour finir, un petit mot sur les Ouïghours, qui signifie alliance ou unité. D'après le colonel James Churchward dans ses livres Mu, le continent perdu et les enfants de Mu, les Ouïghours, avec des traits des Turcs de l'Est et un soupçon asiatique, était donc le principal empire colonial très avancé appartenant à la Lémurie à l'époque du déluge biblique et dont sa moitié orientale a été détruite suite à ce déluge. Les légendes chinoises racontent aussi que les Ouïghours étaient à l'apogée de leur civilisation il y a environ 17 000 ans. Dans le livre Télos, révélation de la nouvelle Lémurie, d'Aurelia Louise-Jones, Adama, le grand prêtre de la cité intérieure de lumière lémurienne du nom de Télos, nous explique que parmi les cités de lumière vivant dans l'intraterre, au nombre de 120, il y en a 2 qui sont des cités ouïghours. D'abord, Shonché, refuge de la culture ouïghour, une branche des Lémuriens, qui décidèrent de fonder leur propre colonie il y a 50 000 ans. C'est une cité avec 750 000 habitants. Puis nous avons Xinghua, vestige de la branche des Ouïghours qui ont migré vers le nord, située à la frontière de la Mongolie de la Chine avec une cité secondaire au mont Lassen en Californie. Voilà pour ces informations complémentaires sur les Ouïghours.
Question numéro 16. Est-ce qu'il y a un ou des portails vers d'autres mondes? Oui ou non? Plusieurs portails des étoiles galaxies. On comprend mieux pourquoi l'Antarctique a été un lieu de haute convoitise. Question numéro 17. Est-ce que la dimension derrière le mur de glace est la même que la nôtre, c'est-à-dire 4e dimension, ou est-ce que c'est plus élevé? Plus élevé au de la 4e dimension, et j'ai mis une flèche vers 8D. Question numéro 18. Est-ce qu'il y a des ruines très anciennes de guerre qui auraient eu lieu en Antarctique? Est-ce derrière le mur ou de notre côté? Oui, des batailles de vaisseaux Atlantes et Lémuriens, même s'ils ne sont pas derrière le mur. Des êtres galactiques. Il y a des vaisseaux enfouis en Antarctique, de grands vaisseaux. Des batailles eurent lieu avant la période de glaciation. Géants, hommes-lézards, peuple syrien. Alors concernant la période de glaciation, on peut trouver des éléments de réponse dans le livre Télos, révélation de la nouvelle Lémurie d'Aurelia Louise-Jones. Cette glaciation pourrait être assimilée à ce qui se serait passé après l'engloutissement de la Lémurie et de l'Atlantide. En effet, pendant des centaines d'années, il y eut une telle quantité de débris, de cendres et de fumée projetées dans l'atmosphère à cause de ces grandes destructions qui ont provoqué tremblements de terre, raz-de-marée et j'en passe. Ce qui fait que les rayons du soleil n'arrivaient plus du tout à passer et donc tout a refroidi. C'était entre 12 500 ans et 10 500 ans environ. Un grand nombre d'animaux et de plantes ont péri. Quant aux êtres humains, pas sûr qu'il soit resté beaucoup de gens après tout cela pendant quelque temps. Question numéro 19. Est-ce qu'il y a des installations géantes, des centres énergétiques, des civilisations de lumière derrière le mur? Oui, des centres énergétiques avec des arbres de vie immenses pour vous, ce que vous aviez il y a longtemps sur Terra. Il y a des piliers de lumière qui relient le ciel et la terre et forment un équilibre dans nos dimensions et pour vous, à la surface, en redonnant de l'énergie de lumière. Ah, mais oui, ces fameux grands arbres géants qui appartiendraient à des forêts primaires il y a très longtemps. D'ailleurs, vous avez des restes de troncs coupés que l'on prend pour des monts, mais il y a aussi des photos où on voit bien comme un tronc immense scié. Voici une information qui est donnée sur une de leurs fonctions, à savoir qu'ils sont des centres énergétiques merveilleux. Voici la suite de la réponse. Oui, il y a des constructions géantes pour vous, des constructions stellaires sur la Terre, dans le ciel, des cités dans les nuages, sous l'eau, dans une parfaite harmonie avec la nature et le cosmos, et Terra Gaia. Question 20. Est-ce qu'il y a un ou des portails vers l'intraterre en Antarctique? 2 portails. Nous sommes en connexion permanente avec les habitants de l'intraterre divin. Les anciennes civilisations de la surface qui ont choisi de partir sous la terre, dans le cœur de Gaïa pour être en paix et évoluer tranquillement. Une partie de nos civilisations sont à la fois derrière ce mur et dans l'intraterre. Super! C'est clair, magnifique, cette connexion de cœur entre tous ces peuples. Question 21. Depuis combien de temps ces êtres ou civilisations très anciennes vivent derrière le mur? Millions d'années, êtres galactiques, Sirius, peuple bleu. Hyperboréen, 100 000 ans, moins 40 000 ans. Puis, il y a des milliers d'années, certains êtres à la peau dorée. Des êtres ascensionnés ont ouvert un chemin. Alors, concernant les hyperboréens et les dates évoquées ici, à toujours prendre au conditionnel parce que on ne sait pas, il est question dans le livre de Télos, révélation de la nouvelle Lémurie d'Aurelia Louise-Jones, que la merveilleuse Shambhala mineure, le siège du réseau Agartha à l'époque, abritait une civilisation hyperboréenne et cette civilisation
aurait choisi de quitter la surface il y a plus de 40 000 ans. En fait, c'était par eux que passaient les décisions d'autoriser un peuple à aller s'installer dans l'intraterre. Ce qui a été le cas pour les Lémuriens, rescapés des conflits avec l'Atlantide et qui ont adressé une requête à Shambhala mineur pour construire la cité de lumière de Télos sous le mont Shasta par exemple. Question 22. La Terre serait donc plus grande que ce que l'on nous dit? Est-elle ronde ou plutôt ovale? Oh oui, bien plus grande. Ovale et ronde à la fois. Bon, donc notre Terre-mère serait en mode ovoïde. À méditer les amis. Passons à la prochaine question, très intéressante aussi. Question 23. Est-ce que nous sommes sous un dôme énergétique? Oui ou non? Attention les amis, c'est une question de vitesse comme dans Question pour un champion. Oui. On arrive à la question qui découle de celle-ci. Question numéro 24. Si oui, depuis combien de temps ce dôme énergétique existe-t-il? Et qui a construit ce dôme énergétique? Pourquoi? Milliers d'années avant l'Atlantide, moins 40 000 ans, pour vous protéger de présences néfastes qui ont voulu assiéger la Terre. Certaines étaient déjà présentes. C'était pour empêcher une colonisation de prédateurs extérieurs. Ok, ça donne un éclairage, encore la date de moins 40 000 ans. Donc comme d'habitude, vous saurez utiliser votre discernement. Ça reste toujours une hypothèse pour cette date de moins 40 000 ans. On ne sait pas qui a construit ce dôme, je n'ai pas d'informations à vous donner à ce sujet. Ils n'ont pas donné d'indications supplémentaires là-dessus. Question 25. Quel est le ou les types de climat derrière le mur? Quels sont les paysages types? Forêt, montagne, mer immense, neige? Tempéré, tropical, méditerranéen, il ne fait pas froid. Température agréable tout le temps. Oui, des forêts immenses, des montagnes aux reflets cuivrés, des mers avec différents bleus et scintillants, de la neige qui ne fait pas froid. J'adore la phrase « de la neige qui ne fait pas froid ». On ne connaît pas encore cela de notre côté. Cela doit être super à découvrir. En tout cas, ça donne vraiment envie d'aller passer des vacances là-bas, vous ne trouvez pas? Question 26. Est-ce que la végétation est géante? Quel type de fleurs existe? Oui, très grande. Cela dépend des lieux. Rose, tournesol, des fleurs que vous ne connaissez pas, avec des couleurs nouvelles en dégradé et énergétique. Beaucoup d'abeilles. Il y a une reine abeille en tant qu'enseignante de la nature. Une cosmo-énergie de tous les règnes en harmonie. Waouh! La reine abeille qui enseigne, c'est extra. On a envie de voir cela. Imaginez une reine abeille qui fait classe dans la nature à ses petites abeilles et aux autres êtres. C'est trop mignon. Les fleurs doivent être divines. J'imagine les créations artistiques que l'on pourrait réaliser. Question 27. Quel type d'habitation, forme, couleur, énergie est-ce construit sur le sol ou c'est dans le ciel ou posé sur la mer? Habitation circulaire élancée, couleur blanc immaculé, ton jaune orangé. Forme boule très travaillée avec une architecture dentelée. Cela dépend de la communauté. Vous seriez petit dans votre ressenti à l'intérieur. Des constructions qui ressemblent à de grands arbres. Il y a au sol, dans les airs comme des vaisseaux, sur la mer et sous la mer, cités géantes lumineuses. Les cités géantes lumineuses me rappellent le film Abyss de James Cameron avec de grands vaisseaux violets bleutés dans les profondeurs. Il y a aussi le premier film de Star Wars de George Lucas, La menace fantôme, où les Jedi Obi-Wan Kenobi et Qui-Gon Jinn vont sous l'eau sur la planète Naboo de la reine Amidala et ils rencontrent les Gungans, des créatures amphibies vivant dans des cités sous-marines en forme de bulles. Les constructions en forme d'arbre me rappellent celles des elfes dans le film Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson.
Oui, c'est sûr que ces habitations sont de taille géante. On se sentirait comme des hobbits à l'intérieur. Vers la fin de ma méditation, j'ai vu des paysages avec des constructions blanches très grandes bâties à partir du sol. Voici un dessin pour vous donner une idée. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un empilement de boules de différentes tailles et des pointes au sommet. Il y avait aussi des arches travaillées en style art déco. Le soleil aussi. J'ai vu une source lumineuse immense, comme un coucher sur un paysage. La lumière n'aveuglait pas du tout. Voici aussi une idée de cité dans les nuages. Voyez, il y a un dôme sur cette tour. Et ici, une flamme d'énergie. C'est sublime. Question 28. Quels animaux vivent au-delà du mur? Est-ce qu'il y a des animaux de notre mythologie grecque ou des légendes anciennes? Éléphants, oiseaux géants comme des colibris. Moi qui adore nos petits colibris, ça tombe bien. Aigles, mais ils ne sont plus en mode chasse. Papillons grands. Et concernant les animaux dits de notre mythologie, voici la réponse. Oui, êtres ailés avec un corps de lion, non pas un sphinx. Pégase, dragon, des maîtres des essences naturelles. J'ai vu un dragon dans ma méditation. Alors au début, je ne comprenais pas du tout ce que c'était. Je pensais que c'était une architecture qui s'élevait dans le ciel. Et puis à un moment, j'ai vu sa tête, donc comme un dragon chinois un peu, tout blanc, et les yeux bleu clair, phosphorescents. Alors j'ai compris qu'il gardait un portail, il était aussi il serait un gardien de l'air. Voilà. Question 29. Est-ce que la glace en Antarctique et au pôle Nord est le résultat de la couche de cristaux qui était dans le firmament il y a très longtemps pour assurer un climat idéal sur Terre, mais qui a été détruite par les Atlantes au moment des guerres avec la Lémurie? J'ai posé cette question car j'avais lu dans une canalisation qu'il y a très longtemps existait un climat idéal sur Terre et donc en Lémurie dans les 24 degrés et au pôle Nord il faisait dans les 18 degrés. Donc pas de froid, pas de glace existante, il y avait une petite brise à 11 km/h seulement pour donner un peu de fraîcheur. Des conditions agréables pour tous, et cela était possible justement car il y aurait eu une couche de cristaux de glace dans le ciel autour de la Terre qui assurait ces températures idéales. Mais le souci, c'est que les guerres entre la Lémurie et l'Atlantide ont mis le climat en chamboulement. Les Atlantes auraient tiré des bombes thermonucléaires depuis le sol de la Lémurie pour fracturer le continent lémurien et les conséquences ont été extrêmement lourdes car cela aurait cassé cette fameuse couche de cristaux de glace dans le ciel. Donc cette couche immense serait tombée sous forme de déluge. Voilà qui est intéressant à noter. Donc le niveau des eaux aurait bien augmenté et ensuite cette eau glacée se serait retirée pour former ce que l'on a actuellement des pôles Nord et Sud gelés en partie. Et j'ai retrouvé également dans le livre de Diane Robbins qui s'appelle Telos Original Transmissions from the Subterranean City Beneath Mount Shasta dans la version New Expanded Edition. L'un des êtres ascensionnés qui s'appelle Mikos de la cité de lumière de Kataria nous explique ceci sur cette couche de glace dans le ciel. Autrefois, un firmament entourait toute la Terre, haut de plusieurs kilomètres et composé de particules de glace cristallines qui bloquaient les radiations du Soleil et maintenaient la planète entière dans une maison verte, parfaitement régulée, qui fournissait juste la quantité d'oxygène et d'humidité nécessaires à la nature et les humains. Lorsque cela a été détruite, pendant les guerres atlantes et lémuriennes, l'autorégulation de la nature a également été détruite. Voilà pour cet aparté à garder dans un petit coin avec le discernement bien sûr. Cela pourrait nous apporter des indications précieuses sur pourquoi on a des températures extrêmes sur la Terre, très froides ou très chaudes qui cohabitent avec nos climats plus tempérés depuis des milliers d'années.
La perte de ce firmament qui nous protégeait des radiations du soleil serait aussi la cause de notre taille qui a diminué au fil des millénaires. On aurait donc perdu notre taille de géant, nous explique Mikos, mais bon, cela c'est encore une autre histoire. Leur réponse: oui, c'est ce qui est arrivé et qui a changé votre structure de climat avec le froid et les déserts ensuite. On peut ajouter que les déserts pourraient être aussi le résultat de guerres thermonucléaires qui ont détruit la végétation, comme par exemple dans le désert de Gobi, le Sahara ou d'autres lieux sur la planète. Je crois d'ailleurs que pour le Sahara, j'avais lu dans le livre L'homme, son origine, histoire et sa destinée de Géraldine Innocenti, compilé par Werner Schroeder des éditions Monclar, que l'engloutissement de l'Atlantide avait vidé l'eau qui était au Sahara, car avant le Sahara ne serait pas un désert, mais il y avait un bout de mer, c'est pourquoi on aurait du sable maintenant. Il est expliqué ceci: le cataclysme de l'Atlantide, a également provoqué l'assèchement de la mer intérieure qui a ensuite fait partie de l'actuel désert du Sahara et a causé les crues du Nil. Alors, chère lumière, pour ajouter une belle note d'espoir pour le nouveau monde, l'être ascensionné Mikos ajoute ceci: le firmament à la surface sera restauré et la nature fonctionnera à nouveau dans une parfaite harmonie divine, de même que les cellules de votre corps. Vous n'aurez plus besoin d'aller à la pharmacie pour vous procurer des vitamines ou des médicaments, car la nature vous fournira tout comme il se doit. Voilà pour cette belle approche sur ce firmament de cristaux. Question 30. Est-ce que tout a été nettoyé en Antarctique? Oui ou non? Il n'y a plus de présence négative? Ah ah, cette question, que nous disent-ils à ce sujet? Oui, maintenant. Vos pays sont dans l'attente de pouvoir passer de l'autre côté, ils sont devant les portails, il y a des personnes sélectionnées pour leur fréquence, pour s'approcher du portail et vérifier la compatibilité. Cela me fait penser au livre de Radu Sinamar qui s'appelle Découverte au Bucegi, aux éditions Atlante, où il découvre une mystérieuse cavité à l'intérieur d'une montagne des monts Bucegi en Roumanie, et pour entrer dans cette cavité, il y a des barrières énergétiques. Et il y avait justement un homme qui avait des capacités psychiques particulières, qui s'appelait César Brad dans le livre, et qui avait la fréquence énergétique qui matchait avec les sécurités de ce portail énergétique justement, comme une sorte de reconnaissance d'ADN galactique aussi, et c'est comme cela qu'ils ont pu passer ce portail, car cela s'est désactivé au contact énergétique de cet homme. En ce qui concerne les portails en Antarctique, cela semble être peut-être plus ardu. Qui sait? Voilà, chère lumière, pour les questions-réponses, j'espère que cela a pu vous donner une petite idée, vous a aidé aussi à y voir plus clair. Cela reste bien sûr au conditionnel, à approfondir, comme je vous disais. Ce que je souhaite vraiment, c'est d'avoir pu me rapprocher un peu de la réalité et vous donner une petite idée si possible. Et maintenant, il y a une dernière question. Ah, mais vous me direz, on pensait que c'était la dernière. En fait, oui, disons que c'est plutôt un souhait que j'ai posé et le voici. Est-ce que les êtres vivants derrière le mur de glace souhaiteraient s'exprimer et nous transmettre un message d'amour à l'humanité ou se présenter? Chère lumière, à votre avis, qui a choisi de se présenter? Car oui, j'ai bien reçu 2 messages en écriture guidée. Alors pour le premier message, ce sont des galactiques de la Terre, puisqu'ils vivent avec nous sur Gaïa. Des Arcturiens, non. Des Pléiadiens, non plus. Ah, mais oui. Oui, oui, ce sont des êtres de Sirius. Et oui, j'ai noté être de Sirius. Et voici le dessin de cet être syrien et qui a parlé pour toute sa communauté.
Je n'ai pas eu son nom, alors comme il parle pour tout son groupe, peut-être que ce n'était pas utile de me l'inspirer. Et maintenant, chère lumière, voici le message de ces êtres de Sirius. Bienvenue dans ce moment de grand changement. Nous sommes un peuple des étoiles que vous connaissez depuis quelque temps. Notre étoile est Sirius en langage Terra et nous garderons celui-ci car c'est plus facile pour vous. Nous vous saluons humblement et nous attendions de pouvoir communiquer avec vous. Nous le faisons chaque nuit avec les âmes qui sont prêtes à nous accueillir dans le corps de lumière en voyage pendant que vous rêvez. Nous vous transmettons nos idées pour vous aider à mieux vivre ce passage et pour vous préparer à la grande magie de cette ascension qui vient pas à pas. Nous sommes effectivement pour vous de l'autre côté de ce mur et nous observons vos progrès et votre force à traverser les épreuves de vie et ces batailles intérieures. Nous sommes venus sur Terra depuis longtemps, dans vos années terrestres, des milliers et des milliers d'années, car nous avons trouvé ici, dans cette dimension, un havre de paix propice et nécessaire pour continuer notre évolution. Nous avons fui, il y a longtemps, notre système en guerre contre les êtres prédateurs et dévoreurs d'énergie et avons été acceptés ici. Nous avons continué d'œuvrer pour améliorer à notre niveau les conditions de vie de vos vies en vous inspirant des images de beauté, en envoyant avec nos frères et sœurs de beaucoup de civilisations ici et en intra-terre de la lumière pour maintenir une fréquence acceptable pour vous et augmenter les énergies en douceur car nous savons que le moment de se retrouver approche et du grand saut de Gaïa, comme vous le savez, de sa future ascension qui vous englobe. Merci de nous avoir donné un espace pour nous exprimer. Nous vous bénissons, le cœur avec le cœur des vôtres. Bientôt, nous serons réunis pour fêter ces retrouvailles divines tellement attendues. Merci, nous vous quittons et nous vous attendons dans nos cités, dans votre nuit étoilée pour communiquer ensemble. Voilà pour ce premier message merveilleux. Une immense gratitude au peuple des étoiles de Sirius pour avoir accepté de se présenter et leur magnifique message du cœur. Encore merci, merci infiniment. Voyons à présent le deuxième message. Voici l'être que j'ai vu en méditation guidée. Il s'appelle Ramas. Alors, j'ai entendu Ramas avec le S prononcé, pas Rama. Bon. C'est un être qui fait partie d'une communauté de sages ascensionnés. Il a une aura orangée dorée. Et j'ai vu une image d'un groupe de leur communauté qui était en méditation autour d'un arbre de vie sous un ciel jaune rosé et une lumière qui venait de partout. Si vous avez déjà vu une illustration du maître Babaji, c'est un peu ce style d'énergie divine dans la douceur qu'il dégage. Voici le message de Ramas. Chère Véronique, chers tous, bienheureux frères et sœurs, nous sommes heureux de cette communion ensemble. Je suis Ramas. Oui, cette connexion est tellement bénie pour nous tous. Enfin, la séparation de tant de milliers d'années est arrivée à sa fin. J'officie en tant que gardien avec mes frères et sœurs dans une communauté d'êtres éclairés ou ascensionnés si vous préférez ce mot, bien que de notre point de vue, ce mot n'est plus utile. Nous sommes des consciences de vie qui voyagent dans l'univers, dans le cœur, reliés par la source. Alors aujourd'hui, vous vous rappelez cette connaissance de ce mur caché à vos yeux depuis si longtemps. Rappelez-vous que nous sommes présents. Beaucoup d'êtres de races différentes vivent dans ces dimensions derrière ce mur. Nous ne sommes pas coupés comme vous, nous n'avons pas de séparation énergétique. Nous savons que vous êtes si désireux de nous rencontrer et cela vient. Vos fréquences vont s'ajuster, augmenter pour pouvoir nous rendre visite bientôt. Vous n'aimez pas le mot bientôt,
c'est une certitude, je vous le dis, c'est un bientôt d'espoir et non dans très longtemps. Je suis en compagnie des frères et sœurs syriens, andromédiens. Nous nous sommes tous réunis pour être une voix dans le cœur et envoyer des fréquences d'harmonie et d'amour pour transmettre ce message. Vous avez pour certains des membres de votre famille d'âme qui sont présents ici. Que de joie à venir, mes chers amis de lumière. Vous ne pouvez qu'imaginer un peu ces temps de bénédiction qui viennent. Tout est prêt pour ces jours qui viennent. Nous nous rencontrons dans le cœur pour le moment et dans un futur très proche pour ceux et celles qui pourront nous voir. Bénédictions lumineuses, chers amis de la Terre, recevez nos prières d'amour et de joie dans votre cœur. Shalom, Meshenei, Erkeranmet. Que notre cœur soit avec votre cœur, ici et maintenant. Voici pour ce deuxième message d'amour. Ah, c'est très émouvant, vraiment sublime, tout dans le cœur. Un immense merci à Ramas et tous les êtres divins de sa communauté et je dirais de tous les êtres de lumière et d'amour qui étaient présents et qui nous ont envoyé leur merveilleuse énergie de beauté et de lumière, tous un dans le cœur. Voilà, chère lumière, quel voyage merveilleux. C'est extraordinaire, j'essaie de ne pas penser car ma tête va chauffer. Je trouve cela incroyable d'avoir pu recevoir toutes ces infos. En tout cas, j'espère que cela vous a enchanté, fait beaucoup de bien, rassuré aussi d'un côté et surtout vous a donné de l'espoir, de nouveaux rêves à créer pour le nouveau monde. J'ai été super heureuse de pouvoir vous partager tout ceci et je vais continuer car il y a encore de fabuleux thèmes à explorer. N'hésitez pas à liker, partager et peut-être commenter si vous le souhaitez. Je serai ravie de lire vos retours lumineux, vos ressentis du cœur, de ce que vous avez pensé, de ce que je vous ai partagé. Est-ce que cela a vibré avec vous, fait écho avec ce que vous pensiez intérieurement sur l'Antarctique ? Merci infiniment pour votre présence, votre écoute et pour avoir voyagé ensemble. En tout cas, je peux vous dire que les 2 prochains thèmes d'exploration intérieure seront soit la Lémurie au temps de l'âge d'or ou la merveilleuse cité divine de Shambhala. Ah là là, encore de quoi mettre en appétit vos papilles intérieures de lumière. Chère lumière, je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage découverte intérieure ensemble. Salutations du cœur à tous.